Alors bonjour à tous. Bioéconomie, en fait, la première question, ce sera un petit peu de quoi s'agit-il? Sachant que le thème commence à sortir et à sortir en termes de conception non seulement intellectuelle mais stratégique, puisqu'il y a deux événements qui sont passés à peu près inaperçus, qui se sont déroulés l'année dernière. C'est que aussi bien la Maison-Blanche des États-Unis que la Commission européenne ont sorti chacun une stratégie sur la bioéconomie en s'appuyant sur un document de l'OCDE. Donc c'est quelque chose qui est passé totalement inaperçu des excellents médias qui font profession d'informer. Mais après tout, c'est dans les colloques ici qu'on peut commencer à aborder la question. Alors, la règle du jeu va être assez simple. Les différents orateurs vont parler 5 minutes, je vais vous les présenter très rapidement. Ensuite, quand chacun aura parlé, on réagira si c'est nécessaire, si quelqu'un a envie de rebondir rapidement. Bonjour Monsieur Johnson, on n'a pas encore eu le temps de se saluer. Pierre William Johnson. Et puis après, comme vous êtes, pour ce que j'ai vu, extrêmement dynamique et intelligent, eh ben, on essaiera sur les 3 quarts d'heure qu'on va essayer d'avoir de bien interréagir avec vous, avec vos idées. Voilà. Et puis à 17h30, malheureusement, il faudra vraiment mettre un terme. Et en plus, M. Monsant doit impérativement partir à 17h30. Alors rapidement, eh bien, la présentation, vous l'avez vu dans le programme. Je commence en étant poli et courtois, si ça peut encore se faire, avec Sandrine Bélier, qui nous fait l'honneur et le plaisir, députée écologiste européenne à Bruxelles, et puis aussi très bonne connaisseuse de la biodiversité. Pierre William Johnson, chercheur en économie écologique, et qui, vous ne le savez pas encore, mais c'est vous qui allez faire la première intervention, parce que dans votre petit texte, vous avez bien posé les choses, donc en 5 minutes, vous allez parler. Ensuite, Patrice Binder, qui est là, qui est un spécialiste, moi je le connais parce qu'on avait discuté il y a quelques années d'armes biologiques, alors je ne sais pas s'il va le dire ici, mais c'est un très bon spécialiste des armes biologiques, et là il va plutôt parler sur la biosynthèse. Ensuite, Sandrine Bélier parlera, puis Pierre Monsant, qui est du directeur du programme Toulouse White Programs à Toulouse, et qui là, je prononce bien ? Toulouse White Biotech, excusez-moi. Et là, un point de vue plus scientifique aussi sur la biosynthèse. Et puis Alain Canet, agriculteur, spécialiste d'agroforesterie, qui nous ramènera, puisque vous sentez bien qu'on est dans ce balancement entre ce qu'on appelle la nature et une nature artificialisée aux arbres, au sol. Et puis, dernier point, je le regrette, Hélène Torgman, qui était économiste et qui avait un point de vue très intéressant, mais peut-être qu'on le mettra en ligne ensuite sur Vivagora, et elle prononçait un mot impoli qui était celui de capitalisme. Alors je verrai, peut-être que moi je parlerai de ce méchante chose qu'il ne faut pas oublier dans les débats que nous avons, qui ne sont pas seulement scientifiques, on l'a vu dans le débat précédent. Pierre William Johnson, vous avez 5 minutes, je serai sévère, mais parfaitement attentif, comme toutes les personnes dans cette salle, à vous. Bonjour, merci beaucoup Hervé Kempf, et je suis très heureux d'être ici. Alors, vous avez donné une petite définition de la bioéconomie. Il faut savoir que déjà, sur les termes, on est sur 2 définitions presque opposées, en fait, de bioéconomie. La définition la plus ancienne et la plus scientifique, on va dire, c'est celle de Nicolas Georgescu-Roegen, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est le père, en fait, de l'économie écologique, c'est-à-dire d'intégrer l'écologie, tout ce qui est environnement, comme quelque chose de fondamental et dans lequel doit s'inscrire l'économie, et non pas l'inverse. C'est-à-dire tenir compte des contraintes du vivant, et notamment du principe d'entropie, dans les activités humaines. Et on a la définition de l'Union européenne et de l'OCDE qui se réfère, dans laquelle la bioéconomie, c'est un ensemble d'activités économiques qui est lié à l'innovation,
à la recherche, au développement de produits et de procédés biologiques. Donc un secteur de l'économie finalement, un nouveau secteur émergent et pas l'ensemble de l'économie. Dans un cas, on est sur une perspective de comment on réintroduit l'économie dans le cycle du vivant, et dans l'autre cas, on va continuer à développer un nouveau secteur ou un secteur ancien mais qui connaît des nouveaux développements, etc. Donc on a des définitions presque opposées, et René Passet, qui n'est pas là, mais qui est en France un peu le relais de ces idées, et Nicolas Georgescu-Roegen font valoir que finalement le rapport de notre économie au vivant est basé sur une illusion, c'est-à-dire l'illusion qu'on peut avoir une croissance matérielle infinie dans un monde fini, mais sur aussi une logique linéaire qui est la logique de l'économie. On prend des ressources dans la nature, on les transforme, on les vend et on rejette des déchets. Alors qu'on est dans la logique du vivant, finalement, c'est une logique circulaire où tout se recycle, où il y a un ensemble de boucles très complexes, mais à différents niveaux, à différentes vitesses, etc. Donc on a une contradiction entre le fonctionnement de ces deux systèmes. Et on arrive aujourd'hui, finalement, à voir toutes les ruptures qui sont créées par cette contradiction. Donc la bioéconomie, au sens donc, de l'économie écologique, n'est pas une option, c'est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité de repenser notre économie pour qu'elle devienne compatible avec les cycles du vivant. D'où, alors, si on pense, je ne parlerai pas du pétrole, comment sortir du pétrole, puisque ce n'est pas ma spécialité, mais il y a eu des études récentes montrant que pour qu'on n'introduise pas encore plus de ruptures dans ces cycles du vivant, hein, les cycles notamment du carbone, etc., il faudrait laisser au moins les 2/3 des ressources fossiles dans le sol et non pas les exploiter. Ce que les signes du marché ne nous disent pas, puisque le pétrole reste... Voilà, l'exploitation du pétrole reste rentable. Alors, moi je vous parlais d'un domaine, ce n'est pas le seul, mais d'un domaine où on réintroduit un petit peu une perspective de long terme dans l'économie, c'est le domaine de la biodiversité. Puisque dans la Convention sur la diversité biologique qui a été signée à Rio en 1992 et en vigueur depuis décembre 1993, on a le principe de la conservation et de la valorisation durable de la biodiversité et finalement le respect des droits des États et des communautés traditionnelles par les connaissances qu'elles ont développées sur cette biodiversité. Donc ça veut dire, alors certains... J'ai eu des chefs d'entreprise qui m'ont dit « mais est-ce que ça n'introduit pas finalement un droit indéfini dans le temps, très très long, sur la propriété qu'ont ces États et ces populations autochtones, sur les connaissances qu'elles ont développées, alors que nous, pauvres industriels, quand on dépose un brevet, finalement, au bout de 20 ans, c'est dans le domaine public ». Donc, quelque part, ça leur paraît scandaleux. Ben, justement, à la réflexion, ça m'a fait réfléchir tout de même. C'était assez surprenant. Et je me suis dit, justement, ben, c'est la prise en compte du long terme, du fait que ces savoirs, par exemple, sur la biodiversité, qui aujourd'hui sont très précieux, ont été développés sur des générations, alors que, bon, dans le domaine de pharmacie, qui est déjà un domaine de très long terme, c'est sur 10 ans qu'on développe des médicaments. Donc c'est la réintroduction finalement, ce principe donc, de la demande d'autorisation préalable aux États et aux communautés locales qui ont développé des connaissances traditionnelles, c'est la réintroduction du long terme et c'est aussi la réintroduction du territoire, de l'idée que ces savoirs sont attachés à un territoire parce qu'il y a des écosystèmes particuliers. Donc deux choses qui n'étaient pas du tout intégré dans notre économie et dans les principes de l'Organisation mondiale du commerce qui, au contraire, dit qu'il faut ouvrir le plus possible. Donc, si on peut exploiter un territoire, peu importe l'entreprise qui vient finalement exploiter un savoir, qu'elle vienne de n'importe quel pays, etc., elle doit avoir le même accès à ce marché. Donc, finalement, la Convention sur la diversité biologique, mais peut-être que Sandrine Bélier va développer plus après moi, c'est la réintroduction du long terme et du territoire, deux choses qui sont dans la logique du vivant. Donc il faut aller plus loin dans d'autres secteurs, etc., mais c'est déjà un début. Merci beaucoup. La nécessité de repenser l'économie par rapport au cycle du vivant, la prise en compte du long terme, un petit peu à l'opposé du fonctionnement de l'économie à l'heure actuelle, et une question de valorisation de la biodiversité, comment on fait. Après ce premier regard économique, on va venir plus dans la technique biologique, si j'ose dire, sur la biologie de synthèse, avec Patrice Binder, sécurité et sûreté. Pour vous, la bioéconomie, comment l'abordez-vous? En 5 minutes.
Je ne suis, et de loin, pas un spécialiste de bioéconomie. Monsieur Kempf a évoqué mon passé. Je serais donc plutôt dans des questions de sécurité par rapport à des problèmes de détournement d'usage. Ce que je voudrais dire ici rejoint un petit peu, et c'est assez amusant, parce que ce matin, j'étais à un petit déjeuner table ronde organisé par le ministère de la Défense sur l'innovation conceptuelle, innovation incrémentale versus innovation catastrophique versus donc des procédés donc de rupture. La rupture ne doit-elle pas être une démarche aussi dans l'innovation conceptuelle? Et je pense qu'aujourd'hui, alors je me suis centré sur la biologie de synthèse parce que c'est une question qui m'avait été posée au départ lorsqu'on m'avait invité à cette table ronde. Bon, je ne suis pas non plus un spécialiste du pétrole et des bioénergies. Donc ce que je vais vous dire, c'est un petit peu un cadre général. La biologie de synthèse, est-ce aujourd'hui une boîte de Pandore ou une véritable opportunité en économie de demain? Je ne saurais pas répondre à cette question. Simplement, à la lecture d'un certain nombre d'études qui sont de plus en plus nombreuses, que ce soit en France ou à l'étranger sur ces sujets, selon sa sensibilité, chacun finalement y trouve un argument, des arguments pour défendre sa thèse, des thèses qui sont très contradictoires. Et si l'on prend une parcelle, eh bien chacun peut dire oui, effectivement, moi je suis dans le vrai et vous êtes dans l'erreur, etc. Et donc il y a forcément des débats. Quoi qu'il en soit, je pense que le domaine économique dans lequel la biologie de synthèse trouvera son premier plein essor, parce qu'il trouvera son essor, j'en suis convaincu, les enjeux de sécurité, alors je distingue bien les enjeux de sécurité des enjeux de sûreté. Les enjeux de sécurité, c'est à peu près tout ce qui est technique de confinement pour la protection des travailleurs et de l'environnement. C'est dans la loi, parce qu'il existe dans ce domaine, contrairement à peut-être à ce qui a été dit tout à l'heure, beaucoup de réglementations, et on a donné l'impression, peut-être tout à l'heure un peu trop, qu'il y avait une responsabilité, qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire. Rassurez-vous, si vous pouvez vous rassurer, il y a beaucoup de cadres réglementaires dans ce domaine-là. La sûreté, ce sont des moyens d'éviter le détournement d'usage à des fins illégitimes. C'est tout ce qui relève de ce qui est les technologies duales. Et là aussi, croyez-moi, le cadre réglementaire, les recommandations sont extrêmement importantes et de plus en plus importantes et incrémentées par l'expérience. Tout à l'heure, il n'a pas suffisamment été fait appel au processus itératif de l'expérience dans la responsabilité. Je pense qu'il est extrêmement important. À titre d'exemple, on a parlé de la publication de M. Serralini. Je parlerai, moi, d'une autre publication qui est celle de Ron Fouchier sur le virus H5N1. Eh bien, les conséquences du débat public qui s'est instauré autour de cette publication a conduit l'Union européenne, dans certains de ses programmes, à introduire dans ses évaluations éthiques, parce que les programmes européens ont une évaluation éthique régulière dans le processus d'examen des recherches, une problématique qui est évaluation du caractère dual de certaines recherches dans le domaine de la microbiologie. Donc dire qu'il n'y a pas de responsabilité, qu'il n'y a pas de prise en compte de cette responsabilité, qu'il n'y a pas d'encadrement, je pense que c'est peut-être aller assez vite en besogne. Le débat, les préoccupations des acteurs, des décideurs, le débat public, eh bien, il existe. Et le domaine des bioénergies, eh bien, je le connais peu, mais enfin, j'imagine bien qu'il rentrera dans l'ensemble de ces discussions, parce que, effectivement, le tout pétrole, peut-être, sera quelque chose qui verra son terme. Je ne le connaîtrai peut-être pas, peut-être le connaîtrez-vous, vous, mais il aura son terme. Ces enjeux donc soulèvent des questions d'ordre technique, éthique, réglementaire, que l'indispensable débat de société se doit d'aborder, et ça a été vu tout à l'heure, de manière responsable, avec une bonne analyse du bénéfice-risque, et ça je pense qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure et c'est important, avec réalisme, pragmatisme. En effet, la manière dont se développe donc cette science, cette technoscience, la biologie de synthèse, son caractère multidisciplinaire, l'a fait échapper au cadre traditionnel. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Par précaution, vouloir retarder son essor par des contraintes, des barrières, des choses-trappes réglementaires, parce qu'il y en a,
Des procédures dissuasives, coercitives ne serviraient qu'à faire prendre du retard à notre recherche et donc à notre développement économique, sans pour autant freiner son expansion ailleurs, chez nos concurrents. Je parle parce que nous sommes en France et que nous avons besoin aussi de penser économie nationale. Il faut donc accompagner son développement pour éviter les échappements et les dérives. Éviter les échappements, c'est par exemple ce que cherchent à mettre en place ceux qui s'intéressent aux méthodes de confinement, et dans le domaine de la biologie de synthèse, ça peut être le confinement trophique, le confinement sémantique, on pourra en discuter. Éviter les dérives, c'est d'abord faire confiance à la responsabilité des acteurs, parce que je pense qu'à ce niveau-là, au niveau éthique, il y a quand même une forte responsabilité des acteurs, quoi qu'on en pense, tout en leur prescrivant, pour l'exercice de celle-ci, de s'appuyer sur des guides, des principes déontologiques, basés sur des codes de conduite, des engagements éthiques, des analyses de risques. C'est ensuite veiller au respect d'un cadre juridique réglementaire justifié, non par des peurs ou l'ignorance, mais par un besoin objectif et appréciable de protection du potentiel scientifique et technique. Ce cadre existe, il ne faut pas croire qu'il n'existe rien, il y a beaucoup de choses qui existent, il suffit de l'adapter au mieux par itération successive, comme je l'ai dit précédemment. Merci Patrice Binder. Je crois qu'on est totalement dans le débat, d'autant plus que vous avez commencé à répondre à une question qui n'avait pas été posée. Oui, il y a un encadrement à la biologie de synthèse, et par ailleurs, on voit bien que l'argument que vous dites sur la nécessité de ne pas être en retard dans la recherche, donc de ne pas mettre des limites qui seraient gênantes, renvoie tout de suite à ce que nous a dit M. Johnson sur une économie du long terme.